Vous nous entendez? Celui-ci. Bonjour à tous, bienvenue. Je me présente, Benoît Picoche, directeur opérationnel pour Green City Immobilier. Et on va se présenter tous les trois avant de démarrer. Bonjour à tous, je m'appelle Martin Colombet, ingénieur en efficacité énergétique pour GRDF. Je vais passer la main à... Et bonjour à toutes et à tous, je suis Harold Algan, directeur des marchés résidentiels collectifs pour la zone nord, pour le groupe Atlantique. On vous emmène à Lieusaint. On part au sud de Paris pour une opération de 68 logements collectifs. Une opération qui a été développée avec Green City Immobilier en tant que promoteur en logement neuf et Archicréa, le cabinet d'architectes pour la partie conception. On s'intéresse aujourd'hui au logement collectif de l'opération. Il y a aussi des logements qui sont plus à l'arrière du foncier qui ne seront pas l'objet de la présentation. On a une opération qui vise des caractéristiques ambitieuses qu'on va dérouler sur la présentation. C'est bon. Aujourd'hui, on s'intéresse donc aux bâtiments A et B qui sont un ensemble de logements qui vont du T2 au T5 sur 2 niveaux de sous-sol. On a donc pour cet ensemble-là une volonté de fonctionner avec une production chauffage eau chaude avec une chaufferie collective. On avait des objectifs qui sont bien précis pour un lancement en 2024 avec une anticipation 2025 du seuil de la RE et des DPEA pour l'ensemble de l'opération. Pour présenter le fonctionnement, voilà, on se situe donc en plein centre-ville, rue du Moulin à Vent, avec une écriture vernaculaire de l'architecte, donc des contraintes architecturales pour l'opération. On le verra tout à l'heure, ça a un impact sur le choix. On a une opération qui se déroule avec des bâtiments arrière qui ne sont pas dans le scope d'études aujourd'hui. Donc voilà, bâtiment A et B, ça pèse, on l'a dit là aujourd'hui, 56 logements et c'est ce sur quoi on va s'intéresser. Ce qu'on cherche, nous, quand on développe les logements, c'est vendre des logements qui sont au goût du jour, à savoir pour un lancement qui se déroule, c'était mois de mai, mi-24, on vend du DPEA partout, on le vend pour nos logements, les acteurs aussi institutionnels, les bailleurs nous demandent des logements qui sont au goût du jour, on va avoir une livraison qui va se situer entre la mi et la fin 26, le client cherche aujourd'hui quelque chose qui ne sera pas défraîchi à la remise des clés, donc le DPEA c'était vraiment la clé pour pouvoir avoir un discours commercial sans faille, pour pouvoir trouver une issue au logement sur l'opération. L'anticipation RE, on l'a parlé. Et ensuite, cette partie logement, on va dire, elle se passe et elle se déroule avec un parc qui est complètement dans le privé, avec de la vente en VFA. Pour avoir de la vente en VFA qui fonctionne, c'est aujourd'hui la seule clé qu'on a, c'est maîtriser les coûts travaux. À savoir, on maîtrise nos coûts travaux, on va pouvoir donner des prix de logement de sortie qui sont abordables et accessibles et réaliser des ventes et pouvoir réellement faire une opération et pas juste faire de l'étude, malgré le fait que ça soit sympa, pour sortir des projets qui sortent vraiment de terre. Le but aussi dans la vente en VFA, comme on l'a dit, donc c'est rassurer sur le prix, mais c'est rassurer aussi sur un patrimoine qui dure chez les clients avec la maîtrise des charges. On a aujourd'hui des clients qui forcément nous posent beaucoup de questions sur tous ces items et sur l'atterrissage au final des charges qu'ils vont avoir dans leur logement. Voilà, l'ensemble de ces paramètres est pour nous primordial pour pouvoir avoir un discours, comme on l'a dit, limpide et qui ne soit pas biaisé pour la vente des logements. On va voir comment on répond aujourd'hui à ces questions. Quand on lance une opération, on a eu une réflexion qui était tripartite avec donc GRDF et Atlantique pour pouvoir trouver une solution à cette production chauffage eau chaude. Et cette réflexion, elle a eu lieu de façon anticipée avant la mise en commercialisation pour pouvoir fiabiliser, nous, comme on l'a dit, donc le bilan financier avec les coûts travaux et avec les appareils qui sont installés et aussi pouvoir
dimensionner correctement, éventuellement certains passages de réseau, des gaines, ce genre de choses, un conduit de fumée pour le coup quand on parle de gaz, et qu'on n'ait pas d'impact négatif une fois qu'on a une commercialisation qui est lancée et que les choses sont relativement figées. Voilà pour la présentation. Je vais laisser la parole à Martin. Pour ce challenge, voilà, on rappelle aussi l'intervention d'ABM, qui est notre bureau d'études thermiques, comme il l'est présenté. Voilà, la solution vient quand on discute, c'est ce qu'on vient de dire. On discute ensemble et on discute suffisamment tôt. Voilà, toute cette chaîne d'échanges permet de sortir des opérations qui tournent correctement quand elle est anticipée. Donc Martin, cette fois-ci, c'est bien à toi. Je te remercie Benoît. Donc oui, effectivement, il y a eu une réflexion commune entre tous les acteurs que vous voyez, Green City, GRDF, ABM Environnement et Atlantique, pour trouver la solution énergétique qui était la plus appropriée justement à ce projet. Et donc on a tous travaillé ensemble pour répondre à cela. Donc un petit peu avant, au niveau des... On retrouve dans le neuf pas mal de risques différents, notamment sur le choix énergétique. En fait, on a des risques qui peuvent être liés à l'énergie, notamment la volatilité, la hausse des prix. On le sait, en fonction des années, en fonction des crises qu'on peut connaître, les prix peuvent s'envoler. On a également la bivalence et l'acoustique des packs électriques dans le neuf. C'est des problématiques qu'on rencontre et que voilà, il faut également traiter. L'électrification des usages. Alors, rien qu'en 2024, on a eu une hausse de plus 37% de l'infrastructure réseau des véhicules électriques. Donc en fait, chaque année, on a de plus en plus d'usages qui vont justement augmenter la puissance sur le réseau électrique. On a également une hausse des coûts de construction, plus 24% en 10 ans. C'est énorme. Donc on arrive à des projets qui... il faut trouver un bon équilibre au final. Et en hiver, on a des pointes sur le réseau électrique. Face à cela, en fait, on va avoir des solutions qui présentent des bénéfices, notamment sur tous ces aspects-là. Et notamment des solutions du mix énergétique, et notamment l'hybridation, la PAC hybride. Ces solutions-là, elles vont permettre de garantir de l'efficacité et de la continuité de service. Arbitrer sur le prix des énergies, fonction de la régulation des systèmes. Également, on va pouvoir bénéficier, donc GRDF, vous le savez, demain, il est en train de verdir son gaz. Donc ça veut dire qu'en 2035, on a déjà 40% de gaz vert dans le réseau. À l'horizon de 2050, ça sera 100% de gaz vert dans les réseaux. Donc voilà, tout cela fait que le mix énergétique et notamment la PAC hybride est une solution d'aujourd'hui et de demain. On a également pour les collectivités, ça permet d'éviter en fait un surdimensionnement des équipements réseau. On le sait, pour RTE a publié un rapport qui dit que pour rénover les infrastructures réseau, ça pourrait coûter jusqu'à 100 milliards d'euros. Aujourd'hui, on sait que chaque économie en termes d'euros, c'est important. Et donc voilà, la PAC hybride va permettre de pouvoir répondre à tous ces enjeux. Donc au niveau, je vous ai parlé de la PAC hybride. Donc rapidement au niveau du principe de cette solution énergétique. Donc c'est l'association d'une chaudière à condensation et d'une pompe à chaleur électrique, avec associé à cela une régulation. Donc la PAC hybride, en fait, la PAC c'est très intéressant en fonction de la température. C'est-à-dire que plus les températures sont négatives, plus on va avoir une performance de la PAC qui va décroître. Au contraire, la chaudière et gaz, très haute performance énergétique, ne va pas avoir de variation de performance en fonction de sa température. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre le meilleur des deux mondes. Un mix énergétique avec un mix gaz et PAC électrique.
Donc ça permet d'optimiser les rendements des deux équipements. Donc encore une fois, on fait fonctionner la PAC là où c'est le plus intéressant. La chaudière, là où la PAC peine un petit peu à délivrer des bonnes performances. Au niveau des puissances, on peut l'installer quand même sur des bâtiments assez conséquents qui ont pas mal de déperditions. En termes de coût d'investissement, c'est une solution qui a un coût d'investissement inférieur à du 100% PAC. Et ça, c'est important. Et comme on a deux systèmes énergétiques différents, ça permet d'assurer un backup si, par exemple, potentiellement, la PAC tombe en panne. La chaudière peut prendre les différents besoins du bâtiment. Donc, tout l'intérêt de cette solution, en fait, c'est de bien dimensionner le système hybride. Donc là, sur votre gauche, vous avez un comparatif entre de la PAC hybride et une chaudière gaz à condensation. Donc au niveau des consommations, avec une PAC hybride, cela permet de faire 70% de baisse de consommation de gaz. Donc c'est assez important. Au niveau des émissions de gaz à effet de serre, pareil, moins 70%. Donc la PAC hybride permet vraiment de décarboner et de réduire les consommations de gaz. Si on doit le comparer à une solution 100% PAC, donc comme je vous l'ai dit, tout l'intérêt est de bien dimensionner le système. Donc au niveau de la puissance de PAC, par rapport à une solution 100% thermodynamique, on met moins 70% de puissance de PAC. Au niveau du volume de stockage, on a également moins 50% de volume de stockage en chaufferie, ce qui peut être intéressant. Et en termes de couverture, avec 70% de moins de puissance de PAC, ça permet quand même de couvrir 70% de taux de couverture sur l'année des besoins du bâtiment. Donc si on devait résumer un peu tout cela, c'est une solution qui reste conforme aux différentes réglementations, notamment en RE 2020. Et elle nous permet également d'atteindre l'étiquette A. Au niveau de la performance technique, c'est une solution qui prend moins d'emprise au sol qu'une solution 100% thermodynamique. Au niveau de l'acoustique, c'est également réduit. Au niveau des économies d'énergie, on a quand même une réduction de la facture parce qu'on a un dimensionnement qui fait que ce système est plus intéressant au niveau de la facture. Au niveau des abonnements électriques aussi, on a moins de puissance de PAC, donc l'abonnement électrique est également plus réduit. On a une maîtrise des coûts de l'énergie. C'est une solution qui est moins coûteuse qu'une solution 100% PAC et qui nécessite pas de transformateur électrique. C'est une solution qui permet de répondre également aux enjeux environnementaux. Et enfin, c'est une solution qui permet d'avoir un confort pour l'occupant. Au niveau entretien, c'est sensiblement équivalent. Au niveau de la durée de vie des équipements, comme on ne sollicite pas les générateurs en permanence, on les sollicite que sur les plages de température les plus adaptées pour les générateurs. Du coup, on a une durée de vie accrue. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas sur les avantages. Je vais maintenant laisser la parole à Harold qui va nous en dire un peu plus sur le dimensionnement du projet immobilier. Merci Martin, merci Benoît. Je trouve ça hyper intéressant et je vous avoue que c'est déjà un exploit qu'on soit une cinquantaine aujourd'hui à parler d'hybridation à Energy Meeting 2025. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 ans, quand arrivait le seuil de la RE 2022, on a beaucoup parlé de PAC et il y a un acteur qui a voulu pousser notamment le principe d'hybridation, c'est le groupe Atlantique accompagné par GRDF. Et à cette époque, on nous a un peu regardé comme des ovnis parce que la solution pour passer les réglementations, enfin tout ce qui était thermique, c'était principalement la PAC. Et que nous, on avait cette vision que dans un contexte énergétique tendu, qu'on connaît et qui perdure, le fait de pouvoir marcher sur 2 jambes, à savoir l'électricité et le gaz, ça pouvait avoir un intérêt pour aller plus loin. Depuis, on présente cette solution à nos clients, promoteurs, bureaux d'études, et on essaye, alors ça va aussi être en dissonance, c'est-à-dire qu'à l'heure de l'intelligence artificielle,
Nous, on a essayé de vulgariser au maximum le discours et de s'appuyer sur des schémas simples qui en fait représentent les questions qu'on se pose systématiquement à chaque fois qu'on va lancer un projet immobilier. Je vous propose de parcourir ce qu'on appelle la matrice de choix atlantique sur ce sujet-là pour comprendre pourquoi avec Green City, avec ABM, avec GRDF, sur ce projet, il nous a paru naturel de pousser l'hybridation bien qu'on soit en RE 2025 et qu'on vise un DPE-A. Donc ça peut paraître un petit peu barbare dans un premier temps, mais en fait c'est très simple, hein. Les questions, c'est toujours les mêmes. La première question qu'on va se poser quand on arrive sur un projet neuf, c'est est-ce que je dois me raccorder au réseau de chaleur urbain? Si oui, on se fera un plaisir de vous accompagner avec nos solutions RCU, nos skins, nos ballons, éventuellement nos modules thermiques d'appartement. Si c'est non, pour un projet à volume, on va se poser une deuxième question qui nous paraît également évidente, c'est est-ce que je peux utiliser une part de gaz? Pourquoi? Pour toutes les raisons qu'a évoqué Martin en fait, en mettant en avant les avantages de la solution hybride. Pour avoir le confort d'avoir deux énergies, la maîtrise des coûts, un pilotage qui peut être environnemental ou économique, en fait tout ce qui fait que ça donne du sens. Si ça avait été non, je ne peux pas utiliser une part de gaz parce que mes preneurs me l'interdisent, parce que le raccordement n'est pas possible, on aurait posé une dernière question qui est quel B-bio a de manière native mon projet, c'est-à-dire sans avoir un effort économique ou structurel trop important, et en fonction du B-bio de base qu'on aurait eu ou qu'on a, je vais partir sur des solutions qui peuvent être de la PAC double service, qui peuvent être ce qu'on appelle le composite avec une part de thermodynamique sur le chauffage, de l'effet Joule plus de l'ECS thermodynamique ou de la solution avec de l'ECS thermodynamique, qu'elle soit individuelle ou collective, et du chauffage électrique. Dans le cas de notre projet, donc, quand on a répondu aux deux premières questions, est-ce que je dois me raccorder au RCU? Non, ce n'était pas une obligation. Et est-ce que je peux utiliser une part de gaz? Oui, parce qu'en fait, le besoin exprimé par Green City, c'est de viser du DPE-A. C'est pas de sortir des énergies fossiles. Donc il y a des solutions autres que juste dire je veux absolument être en PAC et je veux absolument sortir du gaz. Donc dans ce cadre-là, nous on a poussé une solution ensemble, hybridation collective. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça a vraiment été intéressant? C'est là toute la question et c'est l'objectif de la présentation. Déjà, pour que ce soit intéressant, il faut bien le dimensionner. C'est primordial. C'est-à-dire que si nous, ce qu'on vous propose au final, c'est de mettre une PAC qui couvre 100% des besoins, de mettre une chaudière qui couvre 100% du besoin, moi, en tant qu'industriel, Groupe Atlantique, je suis très content, hein. Mais dans les faits, sur la compétitivité prix du projet de Benoît, je pense qu'il va y avoir un impact plutôt négatif. Or, on le sait, en gros, il y a deux critères pour vendre des logements quand on est promoteur, c'est l'emplacement et c'est le prix, hein. Donc l'emplacement, nous, on ne peut rien y faire. Par contre, le prix, on peut les aider à être compétitifs. Comment on dimensionne bien? Si on est en neuf, il y a deux critères. Soit vous visez du seuil 2025, et dans ce cas-là, selon le guide CEGIBAT, il faut couvrir 25% des besoins mini pour du zéro extérieur, 50 départ chauffage. Et avec ça, vous savez que vous passez du seuil 2025 partout en France. Soit vous voulez faire et du seuil 2025 et du DPE-A. Et dans ce cas-là, il faut monter le taux de couverture à 0,50 et viser plutôt 35%. D'accord? Dans les deux cas, ça veut dire qu'à température de base, moins 7 par exemple pour l'Île-de-France, je couvre 20 à 25% de mes déperditions. Ce qui veut dire que le reste à température de base est donc couvert par la part de gaz. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir où est-ce que s'opère la bascule. Si j'avais été en rénovation, c'est pareil, il existe des guides. Alors là, c'est pas l'idée du projet, mais c'est bien de vous dire qu'il y a des référents et des références sur lesquelles s'appuyer. Donc en gros, vous oscillez entre 70 et 80% de couverture en fonction que vous visez le DPE, les labels BBC Rénovation, des C2E ou des coups de pouce. On a mis aussi ce guide dans la présentation pour que vous puissiez vous en servir a posteriori. Sur le projet en question, pour y revenir, on était donc en seuil 2025 DPE-A. Et voilà ce que ça donnait en termes de solutions techniques pour la prod chauffage ECS. En gros, si je faisais du 100% PAC en respectant le DTU 68.3, j'avais à installer 5 PAC Aptae, donc une PAC propane double service du groupe Atlantique de taille 50, auquel j'ajoutais 2250 litres de stockage primaire ECS. En opposition, quand on a dimensionné le projet en hybridation, on avait une Aptae 50, donc je retire quand même 4 packs. Quand on sait qu'il
kilowatt pack coûte beaucoup plus cher que le kilowatt gaz, bah, on voit là tout l'intérêt économique du projet. Et ce qui est intéressant aussi de voir, et là ça résonne aussi avec ce qu'a dit Martin, à savoir qu'on gagnait de l'emplacement, c'est que je passe de 2250 litres de stockage à 1250 litres de stockage. Donc c'est vrai qu'on se dit aussi qu'en termes de volume de produits techniques, d'environnement de produits techniques, bah, il y a un vrai intérêt à pousser l'hybridation. Qu'est-ce que ça donne en termes de coût? Alors là je vais vous parler en prix public hors taxe sur ce lot-là, hein, les produits qui sont spécifiés ici. Il y a forcément des effets collatéraux aussi au choix de la solution. Si je suis en 100% pack, on était sur une enveloppe de 122 000 € prix public hors taxe. Là où en hybridation, on arrive à 42 000 € prix public hors taxe. D'accord? Ça veut dire que concrètement, j'ai 80 000 € d'écart. Je suis presque 3 fois moins cher sur le périmètre chauffage ECS. Donc là, bah, clairement, ça va se traduire sur le prix d'achat qu'on va proposer aux acquéreurs. Je la laisse un petit peu et je vous laisse y réfléchir parce que je pense que c'est vraiment une slide qui est parlante. En termes d'IC énergie, parce que c'est important aussi, je veux dire, on est dans une transition énergétique, le volet carbone, il est fondamental. Donc on se dit, ok, éventuellement, économiquement, je veux faire de l'hybridation, mais est-ce que je vais le faire d'un point de vue environnemental? Là, ce qu'on veut vous montrer, c'est que, les indicateurs ne sont pas tant impactés que ça par le choix de l'hybridation. Le B-bio ou le confort d'été, ce n'est pas un sujet. Sur le CEP, sur un projet comme celui-là, on prend 3 points de plus de CEP en passant sur la solution hybride, mais en fait, on reste 5 points et demi en dessous du CEP max. Sur le CEPNR, c'est pareil, on a à peine 3 points et demi, mais on reste également 5 points en dessous du CEPNR max. Donc, ce n'est pas un sujet. Et concernant l'IC énergie, ce qu'il est important de démontrer aussi, c'est que là où on était à 80 en 100% pack, on passe à 214 en pack hybride. Donc on peut se dire c'est 2 fois et demi plus. Oui, mais je suis surtout 3 fois en dessous du seuil 2025. Donc il faut bien dire qu'on est dans un contexte où c'est difficile aujourd'hui de vendre du logement. Il y a une contrainte réglementaire, il faut la respecter. Ici, on est plus vertueux que la contrainte, mais il ne faut pas non plus se mettre des bâtons dans les roues pour avoir un produit derrière que vous ne vendrez pas. Donc voilà, est-ce qu'il faut être plus royaliste que le roi? Pour nous, si je dois conclure cette présentation, c'était un choix évident de partir sur une solution d'hybridation collective. Pourquoi? Parce que, il y a différents sujets. J'ai moins de packs, je passe de 5 packs à une pack, donc j'ai moins d'emprise en extérieur, parce que l'encombrement extérieur des produits techniques, ça devient un vrai sujet. J'ai une réduction des nuisances acoustiques, parce que j'ai moins de bacs, et j'ai aussi une diminution des nuisances visuelles. Et là, on va parler d'esthétique, mais aussi d'acoustique, parce que ce qui ne se voit pas fait moins de bruit. Donc c'est hyper important aussi de se dire que si vous avez moins de packs, vous allez plus facilement la dissimuler d'un point de vue architectural, et du coup, ça fera moins de bruit. Ensuite, sur ce projet, pour le coup, la preuve par l'exemple, on s'épargnait un transformateur. C'est-à-dire qu'on passait d'un tarif vert en 100% pack à un tarif jaune en hybridation. Donc là aussi, je veux dire, en termes de coût direct, mais aussi derrière de coût de maintenance, il y a un vrai impact. Et enfin, le volume de la chaufferie est optimisé, et pour un promoteur, chaque mètre carré compte. On arrive au bout de la présentation. On va avoir 5-6 minutes, je crois, parce que j'ai un tout petit peu dépassé d'échanges et de questions. N'hésitez pas à en poser. Et dans tous les cas, on vous rappelle ici aussi les numéros de nos stands, si jamais vous voulez venir nous rencontrer à l'issue de la présentation pour venir discuter. Merci à vous. Oui. Bonjour. Moi, j'avais une question plus sur les acheteurs, c'est-à-dire les logements qui sont construits avec ce mix énergétique. Pour les acheteurs, on sait que c'est difficile lorsqu'on parle de moyenne au coût de l'achat parce que ça évolue. Est-ce que vous avez pris en compte le facteur pour les acquéreurs? Est-ce que c'est plus cher par rapport à la moyenne et quelle serait la rentabilité de ces acheteurs-là en fait? C'est ça ma question. Merci. Quand on parle d'acheteurs dans ce cas-là, on a
on va dire, deux cibles. L'acheteur qui va être plus un profil investisseur, on est sur Lieu-Saint, proche Paris, on a une gare qui est à 10 minutes à pied, et un acheteur qui va être une personne qui va acheter pour vivre résidence principale sur des plus grandes typologies, T3, T4, T5. Sur l'opération, on récupère des rentabilités qui sont proches des 3,5-4 points à peu près sur la partie investisseur, sur un T2 en gros qui est cible à peu près à 45 mètres carrés sur l'opération. Cette rentabilité, elle est là et elle est dans on va dire un scope qui correspond à ce que cherchent quand même en base les personnes, grâce, ce qu'on a dit, au prix, on va dire, d'achat des logements qui est optimisé avec cette solution. On l'a vu tout à l'heure, on enlève sur un coût de travaux pour le coup là, des 56 logements, quasiment 80 000 euros, ça fait 1 500 euros par logement en coût hors taxe de construction. Ça, on va dire, c'est une amorce dans une réflexion qui fait qu'on tend à mobiliser moins, on va dire, d'efforts d'épargne et on va dire, d'apport initial pour ces achats-là. Donc cette rentabilité, voilà, elle tourne à peu près entre les 3,5-4 en fonction de la typologie et on va dire du logement qui est ciblé T2, T3 pour l'investisseur. Pour information, donc c'est un lancement, comme on l'a dit, commercial qui a eu lieu en mai 24. Et aujourd'hui, je crois qu'on est à 48 logements réservés sur les 68 de l'opération, un peu plus des 2 tiers. Donc c'est une opération qui a bien tourné et qui a des travaux qui ont démarré début janvier. Il reste quelques logements à vendre s'il y a des intéressés dans la salle. Mais c'est une opération qui, grâce à ça, a pu être amorcée correctement, effectivement. Merci pour votre question. Merci. Bonjour, merci. Vous avez parlé de taux de couverture, enfin de la puissance installée. Vous avez dit le seuil 2025, 20 à 25% par la PAC et 80 à 75 par le gaz. Ça, c'est la puissance instantanée, mais le taux de couverture sur la consommation globale de l'année. Alors, en fait, il faut bien comprendre que les dimensionnements PAC, selon le DTU 68.3, doivent être faits à température de base. D'accord ? Ça veut dire que, imaginons sur le projet Lieu-Saint, la température de base est -7. Si j'ai 100 kg de déperdition à -7, ça veut dire que, en gros, il faut que j'ai 25 kg de PAC à -7. Quand on installe des PAC pour avoir 25 kg de rendement à -7, concrètement, elles vont peut-être avoir... ça veut dire qu'elles couvrent 25% de température de base, elles vont peut-être couvrir entre 70 et 75% de la consommation annuelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, leur rendement va être bien meilleur en fait, quand on va regarder le COP saisonnier et les différentes périodes de l'année. Donc en fait, il faut bien se dire que même si on a installé 25% de part de PAC, en fait, c'est la PAC qui va couvrir l'essentiel des besoins. Par contre, le gaz va être là pour 2 raisons essentielles. 1, venir en appui de la PAC au moment où les températures vont être trop basses, dès qu'elles vont descendre dans le négatif ou dès qu'elles vont se rapprocher des 0 degrés. Première chose. Et d'autre part, le gaz va assurer un secours possible qui là va tout de suite parler aux acquéreurs, qu'ils soient investisseurs, propriétaires, occupants, mais également aux bailleurs, parce qu'il y a une notion de continuité de service qui a vraiment du sens pour cette population-là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est... Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est 25% de puissance installée en PAC, 75% de taux de couverture de la consommation annuelle. Quoi. Exactement. Par les PAC. Par les PAC. Voilà. Okay. Merci. De rien. Merci à tous. On va traiter la dernière question. Ouais, j'avais une dernière question. Aujourd'hui, on est soumis souvent à des bailleurs qui nous demandent de viser le seuil 2028. Est-ce qu'aujourd'hui, l'hybridation elle permet d'atteindre ce seuil-là? Et si oui, est-ce que c'est une solution pertinente? Alors, pour répondre à votre question, quand on parle de seuil en 2028, on parle d'IC Construction. L'IC Construction, oui, pour répondre très clairement, les solutions hybrides permettent de passer ces différents seuils.
donc on va parler de lots différents et notamment de lot 8, le lot CVC, sur lequel les solutions énergétiques en fait appartiennent et vont justement voilà, avoir un certain score. Et justement, en fait, les pompes à chaleur en fait, ont un score qui sont supérieurs à une chaudière à condensation. Donc au niveau de l'IC Construction, les solutions hybrides se positionnent mieux que les solutions 100% PAC. Parce que voilà, de par le fait que la chaudière se positionne mieux et le fait aussi également qu'il y ait moins de générateurs qui influent en fait sur ce seuil. Et donc oui, les solutions hybrides permettent de répondre au seuil 2028 de l'IC Construction RE 2020. Et pour l'IC Énergie, si je peux conclure, ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'on peut faire du seuil 2028 en hybridation. N'hésitez pas à nous consulter, Groupe Atlantique, dans ce sens-là, parce qu'on a des services de dimensionnement qui seront capables de faire des études en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous visez, d'une part. Et d'autre part, ce qui est hyper intéressant, c'est de le faire résonner avec ce qu'a dit Martin tout à l'heure, à savoir que la part de gaz vert, elle augmente et elle augmente dans le pipe aujourd'hui en France. Un jour, elle va finir par être reconnue aussi dans les moteurs de calcul et poser demain des solutions hybrides sur vos projets, ça a aussi du sens. En fait, quand on se projette dans le mix énergétique de la France 2040 et de la France 2050. Voilà. Merci à tous. Merci à vous. tous.